Bon midi, mesdames, messieurs. Le nombre de migrants hébergés à Montréal a encore une fois augmenté au cours des dernières heures. Il a franchi le cap maintenant des 2500. Absolument. On est sur la rue Notre-Dame-Ouest dans le Vieux-Montréal. Je montre ces images en direct parce que la situation ici au centre spécialisé des demandeurs d'asile dans le Vieux-Montréal, elle est exceptionnelle, Pierre. Voyez ces images en direct. Pour juillet, elle a 1754 demandes comparativement à 201 demandes l'an dernier pour ce bureau. On a fait réagir la représentante syndicale des employés qui travaillent ici et qui sont débordés. Voici ce qu'elle avait à dire. C'est fou comme achalandage. Et des fois, c'est même, là, il fait frais aujourd'hui, mais les journées où il fait plus chaud, il y a même des employés qui se sentaient mal. Alors, les agents de sécurité ont été invités à faire sortir les accompagnateurs de ces demandeurs d'asile-là vers l'extérieur pour donner une chance un peu au monde. Les agents du ministère de l'Immigration du Québec sont débordés. Ces gens-là sont à bout de souffle parce qu'ils travaillent beaucoup, ils font du surtemps. Quelle est la situation actuellement justement avec l'arrivée de ces réfugiés et la charge de travail qui augmente? Le problème qu'il y a présentement, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de monde pour les aider à remplir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le français, il y en a qui ne le parlent pas, mais même ceux qui le parlent souvent ne le lisent pas bien ou ne le comprennent pas bien. Et remplir des formulaires, faut le faire bien si on veut avoir notre chèque. Vous êtes ce midi devant l'un de ces centres d'hébergement des demandeurs d'asile où l'on remet cette aide de dernier recours. On est sur la rue Grenet, dans le nord de la ville de Montréal. Pierre, je vais vous montrer d'abord ces images en direct. J'ai rencontré justement de ces migrants tantôt qui apprécient l'aide, mais également un représentant syndical qui représente les employés qui font la distribution. Lui parle un peu d'improvisation depuis hier dans ce dossier. Les chèques vont se distribuer aujourd'hui parce que hier après-midi, en Montérégie, on faisait la distribution des chèques par adresse à la main. On ne sait pas trop comment ça va se passer aujourd'hui en espérant que tous les chèques soient envoyés à la bonne place puis qu'il n'y ait pas d'erreur. Québec réagit à la diffusion de notre reportage sur l'ouverture d'un bureau de service Québec à L'Anse-Saint-Jean. Ce bureau est situé au CLSC de L'Anse-Saint-Jean. Il est le seul au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le local est doté d'un ordinateur, un téléphone, un télécopieur et une imprimante. Il sert aussi de salle d'allaitement. Mais il n'y a personne sur place pour accueillir les citoyens et répondre à leurs interrogations. Et le téléphone n'est en fait qu'une ligne directe menant à Service Québec. L'endroit est supposé mieux desservir les gens du Bas-Saguenay. Éventuellement, 450 bureaux du genre seront implantés au Québec. Est-ce qu'on peut appeler ça un vrai service public? Pour le syndicat de la fonction publique, il s'agit d'une aberration. C'est de la poudre aux yeux. C'est ni plus ni moins pour faire des statistiques, pour se vanter qu'on offre des services publics partout dans la province avec 450 points de service. Mais dans le fond, quel type de service on va donner aux citoyens? C'est ça la question. Le maire de L'Anse-Saint-Jean, Lucien Martel, comprend que la situation n'est pas parfaite. Mais pour lui, il s'agit d'un avantage pour sa population. Avant, les gens devaient franchir une longue distance pour avoir accès à l'organisme gouvernemental. Les citoyens, eux, ignorent encore l'existence de l'endroit. Ils réclament du personnel sur place. Ça ne sera pas suffisant, certain, là. Ça va prendre quelqu'un pour montrer un petit peu, là, les adapter au système. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Ouais, c'est pas assez, oui, ça prend d'autres choses que ça. Pensez-vous que ça pourrait être intéressant de faire venir des gens ici? Ah oui, ça en a donc. On va pas boire de monter en haut et aller à Jonquière. Quelqu'un là pour répondre aux gens, je pense, non? Le bureau de L'Anse-Saint-Jean sera inauguré officiellement en septembre prochain. Du côté de Service Québec, on explique que le réseau comptoir est une façon d'optimiser l'accessibilité aux services. Les compressions au bureau de la direction régionale du ministère de l'Environnement de Sainte-Anne-des-Monts, Rimouski et Sept-Îles sont dénoncées de la part du syndicat de la fonction publique et de certains députés. C'est que les citoyens qui veulent recevoir des services et qui se rendent sur place, peu importe l'endroit, que ce soit du côté de la Côte-Nord, Sainte-Anne-des-Monts ou Rimouski, se retrouvent devant une porte fermée et donc ne peuvent pas obtenir de services adéquats. Alors on dit pourquoi dans les régions éloignées, nous avons des services de proximité qui ne sont plus accessibles aux citoyens comme dans les grands centres. Et en Estrie, plusieurs glissières de sécurité tardent à être réparées le long de voies rapides. Le syndicat représentant les employés du ministère des Transports dénonce la situation qu'il qualifie de négligence. L'équipe qui faisait ça, donc qui faisait l'entretien des glissières, ne le font plus. Et la prétention que nous avons, c'est que si nous avions encore l'équipe en place, les glissières de sécurité, comme par exemple dans la sortie de la 610 ou partout ailleurs, ça serait déjà fait.
Le ministère des Transports a décidé de confier à des sous-traitants l'installation et la réparation de ces glissières de sécurité l'an dernier pour réduire les coûts. Le syndicat voudrait garder cette responsabilité et rapatrier d'autres tâches comme la signalisation des chantiers et certains travaux d'asphaltage. C'est de l'entretien récurrent qu'on demande à avoir. Les glissières de sécurité font partie de ça, mais ce qu'on nous donne, c'est toujours la même réponse. Ça coûte trop cher, donc on va aller à la sous-traitance. Le dossier du cafouillage survenu sur l'autoroute 13 en pleine tempête, vous en souvenez, en mars dernier. Pour éviter que cette situation se répète, Transport Québec voulait réduire le nombre de sous-traitants. L'embauche pour amener l'expertise au ministère du Transport. On travaille là-dessus. On a des appels de candidature. Donc, on essaie d'augmenter la capacité sur le réseau supérieur autant sur Québec que sur Montréal. J'ai l'impression de faire la différence pour le citoyen. En juillet dernier, le ministère a lancé une opération pour recruter 50 opérateurs de chasse-neige. Dès que la neige prend, on est à la course, comme un pompier qui va partir au feu. Selon nos sources, Transport Québec n'a réussi qu'à embaucher 20 nouveaux opérateurs, moins de 50 % de l'objectif qu'il s'était fixé. On offre des conditions qui sont quand même favorables, mais malheureusement, là, on ne reçoit pas assez de candidatures. C'est difficile de retrouver des gens là, pour se joindre à notre équipe. Résultat, on doit repousser d'1 an l'intention d'effectuer plus de travaux de déneigement. On ne peut pas cette année aller reprendre autant de circuits en régie qu'on l'aurait voulu. On est au moins 5 $ en dessous de ce qu'on paye au niveau du privé. Les gens n'ont pas d'intérêt à aller occuper une job pour une couple de mois quand ils sont déjà ailleurs, puis qu'ils ont déjà un emploi à temps plein aussi. Fait qu'il faut que le ministère soit plus attractif là-dessus. Actuellement, à la grandeur du Québec, on fait à peu près 20 % de nos routes nous-mêmes. Là, on veut monter à 50 % à Montréal. Les travailleurs du ministère des Transports affectés au déneigement des routes de l'Abitibi-Témiscamingue veulent rapatrier les contrats des sous-traitants de la région sous leur responsabilité. Ce qu'ils ont en tête, les entreprises, les sous-traitants, c'est le profit. Alors que nous, ce qu'on a en tête, c'est un service public pour lequel les gens paient déjà leurs impôts. Et c'est prouvé que ce qui est fait en régie est à coût moindre que ce qui est fait en sous-traitance. Un premier syndicat d'ambulanciers au Québec a réussi à conclure une entente en vue du renouvellement de sa convention collective. Il est affilié au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. La Société d'assurance automobile du Québec a pleinement confiance en son mandataire de Magog malgré les nombreux départs d'employés. Rappelons que le bureau de service sera fermé du 5 au 20 août prochain. Les gens de Magog, là, ils payent des taxes, ils payent des impôts au même niveau que vous, au même niveau que moi qui est à Québec présentement. Mais ils n'ont pas droit au même service à ce moment-là en région. C'est ça qu'on déplore. Alors, il semblerait que les lundis, que les vendredis sont les journées de choix pour les congés de maladie des fonctionnaires provinciaux. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec explique que ces chiffres sont un peu faussés ou dopés par le fait qu'il y a des ententes de pré-retraite qui ont été signées en bonne et due forme entre les employés de l'État et que souvent ce sont des congés, pas de maladie, mais qui sont pris les lundis et vendredis. Nous, on a des ententes de pré-retraite qui permettent de prendre des journées au fur et à mesure, donc de prendre une retraite progressive. Et donc, les gens vont favoriser les lundis et les vendredis pour être absents du bureau à ce moment-là. Donc, ce n'est pas des gens qui s'absentent pour maladie de leur bureau directement. C'est des ententes qui sont prises avec l'employeur et qui sont prévues par les conventions collectives. La majorité des bureaucrates québécois prenaient leur congé de maladie les lundis et les vendredis. Personnellement, je ne suis pas surpris pantoute. Pourquoi? Mais si j'écoule mes 20-25 journées de maladie qui me restent, ben à ce moment-là, l'employeur, lui, les compile pas comme une pré-retraite, comme une maladie. Donc, c'est pour ça que ça vient gonfler les chiffres du lundi et du vendredi. Évidemment, ce genre d'article-là, de page-là dans le Journal de Montréal et également dans la Presse Plus, ça vous fait pas une très bonne presse. Ça semble même renforcer peut-être un peu les préjugés, là. Donc, à ce moment-là, ça vient encore fausser les chiffres. On devrait marquer plutôt une pré-retraite plutôt qu'une maladie, mais l'employeur les compile comme maladie. Des documents obtenus par la Fédération canadienne des contribuables montrent que 70% des quelques 2000 fonctionnaires québécois qui ont quitté leur poste l'an dernier ont pu monnayer leur banque de congés de maladie. Des congés de maladie qui ne sont pas pris, ça coûte cher à l'État. En 2014-2015, c'est 3,89 millions de dollars de congés de maladie qui n'étaient pas utilisés. 2015-2016, 3,77 millions de dollars. Et 2016-2017,
3,41 millions de dollars. Cette mesure a cessé le 1er avril, mais les journées peuvent quand même être remboursées à 100% à la fin de chaque année. C'est un petit nombre de personnes qui ont réussi à accumuler. La plupart des gens utilisent leur congé de maladie à chaque année, soit pour leurs enfants, soit pour eux-mêmes aussi. Et le fait de pouvoir cumuler des congés de maladie, c'était en contrepartie qu'on avait moins de salaire, on avait moins d'avantages ailleurs aussi. Mais comment fait le fonctionnaire au guichet de la SAQ quand il appelle le numéro 40 puis qu'il va arriver une femme qui porte un voile intégral de dire est-ce qu'elle a un accommodement raisonnable ou pas? Nous, pour les gens qu'on représente, ce n'est pas de trancher des questions comme ça. C'est des gens qui ont à donner des services. Puis c'est pas péjoratif parce que c'est notre rôle, on exécute le travail qui nous est demandé. On n'a pas, nous, à déterminer des choses. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des juristes, des constitutionnalistes, comme je vous le disais tantôt, puis encore moins des décideurs politiques. Malgré les controverses, les hauts fonctionnaires du gouvernement sont rarement punis. Véronique, on apprend qu'il n'y a eu aucun congédiement au cours des 10 dernières années. Chez les syndicats de la fonction publique, c'est quand même 2500 sanctions, donc des griefs qui ont été... finalement, les syndiqués ont contesté leurs sanctions. Ça a toujours été un non-dit. Ils ont toujours eu l'impression qu'il y avait souvent des hauts fonctionnaires qui étaient placés pour des raisons politiques et lorsque ces gens-là étaient mêlés à des controverses ou que ça ne fonctionnait pas, ils étaient tout simplement mutés ailleurs. Donc, eux pensent maintenant, à la lumière de cet article, que c'est 2 poids, 2 mesures. On les écoute. Quand on voit que le gouvernement a perdu des centaines de millions de dollars dans les projets informatiques, puis qu'il n'y a personne qui a perdu sa job. Quand on voit qu'il y a eu des choses qui ont été faites pas correctement à travers d'autres ministères, bien que le gestionnaire a été déplacé ailleurs, parce que nous, on le voit arriver dans notre ministère à ce moment-là. Donc, on savait que c'était un jeu de chaises musicales qui se faisait, puis qu'il n'y avait pas de mesures qui étaient prises contre ces personnes qui ne perdaient pas leur travail. On engage des consultants qui viennent faire, admettons, nos réseaux informatiques au gouvernement. Ils viennent chez nous, prennent nos locaux, prennent toutes nos infrastructures, puis en plus, il faut qu'on les paye le double puis le triple. Il faut qu'ils fassent comme le MTQ, dans le fond, se réapproprier l'expertise à l'interne. Et là, on ne sent pas cette volonté-là.